Donc, rebonsoir tout le monde, bienvenue à tous, pour, cette, webconférence organisée par la FFM dans le cadre de la Journée européenne de la musicothérapie. Moi je me présente, je suis Cyril Gouinguenet, je suis musicothérapeute et vice-président de la Fédération française des musicothérapeutes. Donc c'est moi qui vais un petit peu modérer, la soirée. Donc comme je vous ai dit, j'ai coupé, les micros, mais vous pouvez lever la main ou, parler dans le chat si vous avez besoin de quelque chose ou si vous voulez nous faire part d'un souci, de connexion ou quoi que ce soit. Heu, je vais, aussi, m'occuper de toutes les questions que vous pouvez avoir pendant les présentations. Donc si vous avez des questions, il y aura un temps prévu à la fin, donc il y aura pas de temps de questions entre chaque présentation, mais on fera tout en même temps à la fin. Donc vous pouvez, poser les questions au fur et à mesure dans le chat. Moi, je vais, prendre les questions, je vais tout noter et ensuite, c'est moi qui ferai la transmission des questions à la fin. Donc, ne vous inquiétez pas, ce sera fait, en fin de conférence. Voilà. Ce soir, je vais vous présenter un peu la soirée, et les intervenants. On commencera avec, Jenny Diouf-Lewis, qui est notre déléguée européenne, à l'EMTC. Je vais pas vous le dire en anglais, c'est, la confédération européenne, des musicothérapeutes, je crois que c'est ça. Voilà, qui elle nous fera une présentation un peu large de la musicothérapie. Ensuite, on aura Julie de Stutz qui va nous présenter, la Fédération, française des musicothérapeutes, qui est la présidente de la FFM. Ensuite, on aura Delphine Girard, qui est la coordinatrice du groupe, régional, FFM Île-de-France, qui nous parlera de la pratique de la musicothérapie en néonatologie et en pédiatrie. On aura ensuite Aude Manteau, qui est la secrétaire de la FFM, qui est à Montpellier, qui nous parlera de la musicothérapie en oncologie. Et on aura ensuite Julie de Stutz qui reviendra pour nous parler de la musicothérapie en gériatrie, qui conclura les présentations. Et on aura ensuite les questions. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions pendant les présentations, à les poser dans le chat. Et puis on s'occupera de tout ça. Donc voilà. Bah, écoutez, si c'est OK pour nos intervenantes, on va pouvoir, commencer. Si vous avez des questions aussi dans le live Facebook, vous pouvez les poser sur Facebook, ça marchera aussi. Voilà, on pourra les noter, pendant la présentation. Bah, si c'est bon, on peut y aller. Je laisse la parole, à Jenny. Alors, je vais vous présenter la musicothérapie et pour comprendre vraiment ce qu'est la musicothérapie, j'ai fait ce joli petit schéma pour vous et c'est un schéma qui vous invite vraiment à regarder la composition du mot musicothérapie. Parce que, le mot musicothérapie, il est composé de musique, d'une part, et de thérapie, d'autre part. Donc, d'abord la musique, c'est ce qui correspond à toute forme, sonore, vraiment le son, la vibration, les rythmes, les mélodies, l'harmonie, les timbres, tout ça. Tous les éléments, de la musique, tout ce qui constitue la musique et d'autre part, on a thérapie qui se définit comme un traitement ou un processus au sein duquel il va y avoir un changement pour un patient. Donc, la musicothérapie, on peut la définir comme une intervention thérapeutique qui va utiliser les sons, les éléments de la musique sous toutes leurs formes pour induire un changement chez un patient. Donc, ce changement, il peut intervenir au niveau de ses fonctions cognitives, de ses fonctions motrices, des émotions du patient aussi, de tout ce qui est de l'ordre du social, mais aussi dans ses fonctions de langage, dans la communication du patient. Donc, le musicothérapeute, ce qu'il va faire, c'est utiliser la musique comme outil principal pour amener ce changement et progressivement améliorer la qualité de vie d'un patient. Donc voilà, on peut comprendre la musicothérapie de cette façon. Et à la Fédération française des musicothérapeutes, nous définissons la musicothérapie comme étant une pratique de soins, de relations d'aide, d'accompagnement, de soutien ou de rééducation qui utilise le son et la musique sous toutes leurs formes
comme moyen d'expression, de communication, de structuration et d'analyse de la relation. Donc on sait bien qu'en fait la musicothérapie, elle s'appuie sur les liens qu'il y a entre, les éléments de la musique, donc tout ce qu'on a vu, hein, les rythmes, les mélodies, tout ce que les musiques aussi préférées peut-être du patient. Mais ça s'appuie aussi sur les interactions, que le patient a avec le musicothérapeute et aussi sur l'histoire de la personne. Donc sa relation avec la musique, son histoire personnelle, aussi sa pathologie peut-être. Donc la musicothérapie englobe tous ces éléments. La musicothérapie, elle s'adresse à toutes les populations, donc du nourrisson, aux jeunes enfants, aux adolescents, aux adultes, aux personnes âgées. Toutes les personnes qui ont, des troubles psychiques, des troubles sensoriels, physiques, neurologiques, émotionnels, psychosociaux et développementaux. Donc vraiment, on peut avoir, des séances de musicothérapie proposées à beaucoup de populations différentes. Donc les nourrissons en unité néonatale, comme on va voir tout à l'heure, les adolescents et les enfants qui ont, par exemple, le trouble, autistique ou des troubles de l'attention ou de l'hyperactivité, des troubles de l'apprentissage, ou des enfants qui ont aussi, un retard mental, des enfants qui ont une dyslexie, ou des personnes qui ont besoin d'une éducation spécialisée. Ça peut être aussi pour les adultes, les personnes qui souffrent de troubles mentaux, d'addiction à des substances toxiques, ou alors aussi aux personnes âgées, donc les personnes qui vivent avec des troubles de la mémoire, des troubles physiques, des troubles moteurs et qui sont aussi, en soins palliatifs. Oh. Attendez, je reprends le contrôle. Donc, nous avons aussi les personnes qui ont, des difficultés, des troubles cérébraux, donc par exemple, qu'ils ont eu des AVC ou des accidents graves, des traumatismes crâniens. Donc la musicothérapie peut vraiment aider, les personnes à tous ces niveaux. Donc on sait aussi qu'il y a différentes techniques qui sont utilisées en musicothérapie, donc que le musicothérapeute peut choisir en fonction des besoins du patient. Donc en général, en France, on parle de musicothérapie active et aussi de musicothérapie réceptive. Donc la musicothérapie, elle est dite active lorsqu'elle propose un travail thérapeutique qui privilégie la production sonore et musicale. Donc on peut avoir de l'improvisation musicale, de la créativité, vraiment le jeu instrumental parfois. Et tout cela permet aux patients de s'exprimer, de communiquer, de créer des liens en accomplissant un travail de structuration identitaire. La musicothérapie, elle est dite réceptive lorsqu'on propose dans la relation thérapeutique des dispositifs de travail qui sont fondés sur l'écoute musicale et on permet aussi aux patients à ce moment-là de faire des associations libres, de l'élaboration psychique et toutes ces choses en fait qui vont permettre aux patients de penser vraiment à ses problèmes et aux choses qu'il a envie d'amener comme changement dans sa vie. Une dernière chose dont je vais vous parler, c'est, les différents secteurs dans lesquels la musicothérapie est pratiquée. Donc il peut y avoir de la musicothérapie dans les secteurs de la santé, donc en général dans les hôpitaux, dans les cliniques, toutes les institutions de soins. Dans le domaine aussi médico-social, donc il y aura les cliniques, enfin par exemple les EHPAD, les MAS, les foyers, de vie médicalisés. Ça peut être aussi dans le domaine médico-éducatif, donc par exemple les IME, ou les ESAT, les ITEP aussi, où on peut avoir, de la musicothérapie. Dans le secteur, médico-judiciaire et carcéral, pour les personnes justement qui sont en prison ou dans ce système et on peut avoir de la musicothérapie, c'est vraiment recommandé dans tout ce qui est dans le domaine de la formation, de la recherche et en entreprise et bien sûr, beaucoup de musicothérapeutes pratiquent la musicothérapie en libéral, dans les associations. Donc voilà, je vais laisser la main à Julie. Merci beaucoup Jenny pour cette présentation claire, synthétique et didactique. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir et de nous avoir rejoints pour cette
Cette webconférence voilà, que nous avons organisée, comme Cyril vous l'a dit, à l'occasion de la journée européenne de la musicothérapie, qui a lieu aujourd'hui. En tant que présidente de la Fédération française des musicothérapeutes, je vais vous présenter la Fédération française de des musicothérapeutes. J'ai vu qu'il y a pas mal d'adhérents qui sont là ce soir, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la fédération, donc, je vais essayer d'être synthétique aussi le plus possible. Donc, la Fédération française des musicothérapeutes est une association de loi 1901, évidemment, à but non lucratif, qui a été créée en 2003 à l'initiative des centres de formation et avec la volonté à l'époque, et sous le nom de la Fédération française de musicothérapie, d'harmoniser les pratiques de formation, les pratiques et de créer des outils qui visaient à la réglementation, à la reconnaissance, notamment le code de déontologie, la fiche métier, etc. Elle était donc organisée, structurée avec les centres de formation, et puis progressivement, les musicothérapeutes cliniciens ont intégré le conseil d'administration, et tout ça a évolué en 2022 vers la création, enfin l'évolution de cette fédération-là à la Fédération française des musicothérapeutes. Et aujourd'hui, notre conseil d'administration se compose à 2 tiers de musicothérapeutes, enfin le collège des professionnels qui sont donc des musicothérapeutes cliniciens en exercice, et puis 1 tiers des organismes de formation agréés par la fédération, donc répondant à un cahier des charges en termes d'heures de formation théorique et d'heures de stage. Ces organismes de formation aussi se sont engagés à répondre au référentiel formation qui a été édité en 2023 et travaillent à son déploiement aujourd'hui. Notre fédération dispose d'un comité d'éthique indépendant qui est coordonné par une personne extérieure à la fédération. Hop, j'ai avancé trop vite, excusez-moi. Voilà, je reviens sur ma présentation. Et puis, voilà, pour vous dire qu'aujourd'hui, en 2024, on fédère 275 musicothérapeutes. Pour pouvoir adhérer à la fédération, les musicothérapeutes soit sont issus d'une formation agréée, soit sont passés par un processus de candidature validé par notre conseil d'administration. Voilà pour le cadre très, très général. Nous, notre objectif, nos missions à la fédération sont tout d'abord d'œuvrer à la réglementation de la profession. Comme vous le savez peut-être, ou pas d'ailleurs, la musicothérapie n'est pas une profession réglementée aujourd'hui en France. Elle l'est dans d'autres pays européens, j'y reviendrai juste après. Mais nous ne sommes pas réglementés. Afin d'avoir un cadre structuré et sécurisant pour à la fois les patients et puis les équipes de soins, la réglementation est notre objectif principal, et pour cela on y travaille. On travaille évidemment avec les outils qu'on a déjà aujourd'hui, notamment le code de déontologie, le conseil d'éthique, la fiche métier, etc. Mais ça passe aussi par des événements et puis le travail sur la recherche. Je vais reprendre le contrôle. L'autre point important pour nous à la fédération, c'est de soutenir les pratiques et les droits des musicothérapeutes. Donc pour ça, on a pas mal de commissions, on met à disposition pas mal d'outils à leur usage pour justement accompagner leurs pratiques et les soutenir au quotidien. On crée des groupes régionaux, des réseaux. On a des visiothématiques aussi régulières pour que les professionnels puissent échanger entre eux. On travaille, un de nos autres axes de travail, c'est bien sûr favoriser la formation professionnelle et continue. C'est passé avec justement l'élaboration de ce référentiel formation qui se base sur les recommandations européennes. Et puis, ça fait partie des missions et tous les musicothérapeutes adhérents à la Fédération française des musicothérapeutes sont engagés dans un processus de formation continue. Ensuite, évidemment, on est là pour définir un cadre éthique et déontologique de la profession. Comme je vous dis, tant qu'il n'y a pas de réglementation, tout à chacun peut se prétendre musicothérapeute. Bien évidemment, quand on travaille avec des personnes fragilisées, on a un devoir de déontologie et d'éthique très important. Et c'est ce cadre-là, aujourd'hui, que la Fédération française des musicothérapeutes définit en France.
Et puis, le dernier point, c'est évidemment de développer les alliances, les partenariats dans l'intérêt de la discipline et des adhérents. C'est un travail qui est mené depuis plusieurs années et qui nous a permis aujourd'hui d'être adhérents à la NPIS, alors qui est la société savante qui travaille à la réglementation des interventions non médicamenteuses et surtout à l'évaluation scientifique de ces interventions-là dont nous faisons partie. Nous avons pu développer un partenariat avec France Parkinson, par exemple, avec France Alzheimer, et puis des partenariats plus, on va dire, pratico-pratiques pour nos adhérents, avec notamment la société Fuso qui développe des instruments de musique, ou Kern.info qui est une plateforme de partage d'échanges, enfin d'articles scientifiques pour les professionnels. Aujourd'hui, en termes d'enjeux, pas mal de choses, déjà d'un point de vue européen. Donc, excusez-moi, je me réhydrate. Comme vous en a parlé Cyril tout au début de cette présentation, aujourd'hui c'est la journée européenne de musicothérapie qui est organisée par la European Music Therapy Confederation, je l'aurais dit, l'EMTC, à laquelle évidemment notre fédération est partenaire et associés, et tous les musicothérapeutes de notre fédération sont adhérents d'office à l'EMTC. Jenny, qui vient nous faire la présentation sur la musicothérapie, est notre déléguée et participe aux débats et aux échanges. Cette confédération, au niveau, elle représente 47 associations dans 32 pays, ce qui représente à peu près 7200 musicothérapeutes. Au niveau européen, l'enjeu, il est pluriel, parce qu'évidemment, il y a plusieurs missions à l'EMTC. D'abord la mission réglementation au niveau national de chaque pays, mais aussi au niveau européen. Et aujourd'hui a eu lieu de 16h à 17h justement une présentation, une webconférence en partenariat avec l'Union européenne sur des questions de santé et notamment la santé mentale, la musicothérapie en santé mentale en Europe. Sachez qu'il y a plusieurs pays européens qui ont réglementé la profession de musicothérapeute, comme l'Angleterre, l'Italie, la Suisse, l'Autriche, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie et Chypre. Et bien sûr, on travaille en collaboration avec eux pour faire évoluer et nos pratiques, travailler à la recherche et puis aider à la réglementation dans notre pays. Au niveau de la France, les musicothérapeutes, on a fait une estimation par rapport aux centres de formation qui sont agréés par la fédération. On estime à 2600 musicothérapeutes qui ont été diplômés depuis 1977. Diplômés ne veut pas forcément dire pratiquants. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, nous sommes 275 à la fédération, à la FFM. Je vais dire FFM, ça ira beaucoup plus vite. Et on a développé un observatoire de la profession pour pouvoir connaître mieux les pratiques de terrain des professionnels et on a pu se rendre compte que voilà, il y a une grande partie des professionnels qui travaillent en libéral, ce qui peut impliquer un peu de précarité, que souvent c'est des temps partiels et qu'ils pratiquent souvent une autre profession à 63%, ce qui fait beaucoup, une autre profession qui est soit de la formation, de l'enseignement musical ou des métiers de la santé. On travaille beaucoup dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public qui s'ouvre de plus en plus. Et puis, les principaux secteurs d'activité aujourd'hui en France sont vraiment le handicap, le polyhandicap, la gériatrie et la psychiatrie. Toutes ces données, vous les retrouvez sur le site de la fédération. Aujourd'hui, l'enjeu pour nous, vous l'avez bien compris, c'est évidemment de réglementer cette profession pour la sécurité de tout le monde, mais aussi de communiquer, de visibiliser la profession de musicothérapeute et la pratique de la musicothérapie qui a sa place dans le système de santé, dans le parcours de soins des patients à tout niveau, comme vous l'avez expliqué et présenté Jenny. Et c'est pour ça que ce soir aussi, on a voulu vous parler de différentes pratiques. Alors évidemment, en une heure, on ne peut pas tout balayer, mais on s'est dit, voilà, on fait un peu une pratique sur la musicothérapie au fur et à mesure de la vie, et en commençant par la néonatologie et la pédiatrie. Et je laisse la main à Delphine Girard. Merci.
Alors, bonsoir à tous. Delphine Girard. Donc, alors moi, je fais partie de la petite minorité en fait, qui travaille donc à temps plein à l'hôpital. Je suis à l'hôpital Paris-Saclay. Après plusieurs années, notamment en pédiatrie. Et là, donc en pédiatrie, j'étais plutôt sur des instituts médico-éducatifs, donc à l'époque à temps partiel, et à l'hôpital pédiatrique aussi de Lyon. Et donc là, sur l'hôpital Paris-Saclay, en fait, je suis à moitié sur la néonatologie et l'autre moitié en réadaptation neurologique. Donc ce soir, c'est effectivement la partie néonatologie et pédiatrie. Voilà, donc la néonatologie, pardon. La première question, en fait, pourquoi intervenir dans ce secteur? En France, c'est assez récent. Dans les pays germaniques, il y a beaucoup plus de musicothérapeutes, c'est déjà assez installé avec pas mal d'études cliniques qui sont déjà sorties. Et en fait, ça rentre depuis un certain nombre d'années. Sont mis en place des soins de développement dans ces services-là pour en fait améliorer le futur du prématuré. Parce que c'est un moment où le bébé en fait est à un stade de développement très important et crucial au niveau cérébral. Et tout ce qui se passe autour, étant donné qu'il naît un petit peu trop tôt, voire des fois beaucoup trop tôt, impacte en fait sur son cerveau et notamment la douleur, le bruit et tout ce qui est autour. Et donc la musicothérapie fait complètement partie de ces soins de développement. Donc souvent on me dit, bah voilà, mais qu'est-ce que tu fais avec ces petits bébés? Et en fait, pas mal de choses. Donc la première, dont je vous montre des photos parce que c'est assez parlant. J'accompagne en fait tous les soins douloureux. J'arrive quasiment tous les matins à 7h30 pour accompagner les prises de sang, les poses de cathéter, enfin bref, tout ce qui peut être un peu douloureux, voire parfois plus, sachant que c'est à ce stade, ils peuvent avoir beaucoup de gestes douloureux qui sont nécessaires, malheureusement, voilà, pour leur bien-être, mais qui en même temps sont des gestes répétés. Donc vous le voyez sur la partie gauche, là j'utilise en fait un instrument pour faire un bain sonore. Alors en fait les deux, là il y a deux situations différentes. Dans la couveuse, il n'y a pas d'instrument parce que ça résonne beaucoup, donc on fait très attention aux décibels puisqu'il y a un seuil de décibels à ne pas dépasser. Donc là, je suis juste en enveloppement parce que c'est très important aussi au niveau des mains voilà, que ce bébé est un enveloppement en fait à la fois avec les mains et la voix, ça forme un tout. Et à gauche, quand il n'est plus en couveuse, j'utilise une petite sensoula qui a voilà, de jolies vibrations et ça fait un bain sonore autour de ce bébé. Et franchement, les bébés sont plus apaisés, ils sont vraiment plus calmes. Les soignants constatent aussi qu'ils sont beaucoup plus détendus. Donc, ça facilite le geste du soignant parce que c'est vrai que le confort du bébé, c'est moi qui m'en occupe. Et en plus, elles ont moins de tension, sachant que, voilà, que le bébé est quand même moins douloureux et qu'il est plus apaisé. Parfois même, il s'endort. Et voilà. Et le bébé, du coup, est beaucoup plus détendu. C'est un moment beaucoup moins difficile pour lui. Ensuite, donc deux parties. Il y a quand le bébé est tout seul, donc qu'il soit en couveuse ou pas, suivant l'évolution de son âge. En fait, toutes les études montrent que la pratique de la musicothérapie impacte sur toute sur leur stabilité physiologique, que ce soit le taux de saturation en oxygène, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire. Et tout ça fait que voilà, le bébé est dans un bien-être, il est plus détendu. Et c'est important en fait pour son développement cérébral. C'est-à-dire que ce n'est pas juste voilà, le fait qu'il soit bien détendu, c'est que c'est important derrière pour lui et pour l'avenir et pour limiter les séquelles de la prématurité qui sont possibles. Voilà, donc parfois, je pose l'enfant aussi sur l'instrument pour les vibrations quand il y a besoin. Il y a plusieurs facettes. Et je travaille aussi beaucoup avec les parents. Donc, vous voyez à droite, là, deux situations. Je propose des séances un peu, on va dire, de détente psychomusicale. Alors, l'idée est vraiment d'amener un moment privilégié à ses parents parce que la prématurité, c'est compliqué aussi pour ses parents. Ils sont inquiets pour leurs enfants. Il y a les scopes voilà, qui montrent vite des fois les constantes qui bougent.
Et aussi, c'est pas toujours facile de créer ce lien à ce stade-là, dans ce contexte d'hospitalisation qui dure parfois des semaines. Donc, la première, si vous voyez la photo de droite, là, c'est un instrument traditionnel corse que j'utilise parce qu'il a une fréquence assez particulière. En Allemagne, ils utilisent beaucoup le monocorde. Moi, j'utilise celui-là. Donc, en fait, je le pose pour qu'il y ait vraiment des… Le bébé et la maman, en fait, ressentent les vibrations. Je chante dessus en improvisation et vraiment, les parents me font un retour derrière en me disant « mais c'est vraiment un moment à part et où on ne fait plus attention qu'à notre bébé ». Et aussi, ils voient comme leur bébé interagit avec eux, et ce qui n'est pas toujours évident quand il est dans la couveuse. Voilà, on a l'impression que c'est un bébé qui est malade, qui est que hospitalisé, et finalement, c'est un bébé qui est capable de beaucoup. Et en musicothérapie, c'est vrai qu'il réagit, et il le montre aussi à ses parents, et ça leur fait du bien. Et d'autre part, j'incite, là, on voit une petite image, j'ai créé un petit livret de berceuse parce que c'est important que les parents chantent. Donc, j'incite les parents à chanter, notamment les mamans. Et donc, je leur propose toute une série de berceuses. Donc, il y a plein de langues différentes, hein. Vraiment, on passe de la langue française, bretonne, corse, portugaise et plusieurs africaines. Enfin, voilà, il y a plein de langues différentes, justement, pour s'adapter à la culture des parents et puis aussi à ce que le bébé est habitué à entendre. Voilà, donc là, je résume un peu vite parce que voilà, je n'ai pas énormément de temps. Je travaille aussi en binôme, parfois la psychomotricienne, voilà, ce qui est aussi intéressant. En tout cas, tout ça favorise vraiment le confort du bébé. Et une fois de plus, ce confort, derrière, c'est son développement qui est en jeu. Donc, voilà, je vous résume les bienfaits. Bon, je vous le montre vite fait, mais on vient d'en parler. Voilà, ça soutient au niveau de la famille, ça soutient la relation parent-enfant, parfois avec la fratrie aussi, puisque ça m'arrive aussi de travailler avec la fratrie, parce que les frères et sœurs ne voient pas toujours leurs petits frères ou petites sœurs. Donc, à travers les berceuses, ou quand ils ont une visite ou deux, on peut interagir. Et puis, pour le bébé, on vient de… J'en ai pas mal parlé, donc je vais essayer d'avancer pour parler un tout petit peu de la pédiatrie quand même. Voilà, donc évidemment, ces bébés qui grandissent, hein, comme on l'a vu dans tous les domaines, et Jenny en a parlé, dans pas mal de domaines au niveau de pédiatrie qu'on peut intervenir. Dans les instituts médico-éducatifs, c'était plutôt avec des enfants, des profils trisomiques, avec troubles autistiques. Tout ce qui est troubles du neurodéveloppement également, on peut vraiment travailler de plein de manières, que ce soit pour la communication, le langage, voilà, il y a plein de choses à développer. Alors, c'est vrai que moi, j'ai quand même beaucoup travaillé aussi en hôpital. Donc, je vous montre, pareil, deux images, de photos qui sont un petit peu parlantes. Voilà, donc des enfants avec un polyhandicap pour certains, qui en fait aident aussi à la rééducation, puisque notamment le rythme est un outil très important au niveau de la rééducation. Ça stimule énormément au niveau du cerveau. Et donc là, on le voit, vous voyez, alors que ce soit n'importe quel instrument, en fait, voilà, ça peut être un ukulélé sur lequel on va inciter l'enfant à venir jouer, et souvent, ils sont capables de déployer un effort considérable. Moi, j'ai vu des enfants qui avaient très peu de motricité et déployer, franchement, mais alors, voilà, un effort considérable pour aller gratter une corde ou taper un tambourin. Et voilà, ce geste devenait répétitif, et derrière, eh bien, on pouvait aussi développer, puisque l'avantage en hôpital, c'est quand on travaille en équipe avec les kinés, les ergothérapeutes, les orthophonistes, et on peut développer derrière beaucoup de choses qui peuvent être utiles pour le quotidien. À droite aussi, on peut intervenir, puisqu'on parlait tout à l'heure de soins palliatifs. Voilà, il y en a aussi chez les enfants. Donc, c'est des moments assez magiques, en fait, parce que ces enfants partagent beaucoup et il se passe beaucoup de choses lors d'une séance. Et l'enfant, en fait, est vivant et interagit avec nous. Et voilà, donc là, c'est sur la partie, pour finir, plutôt institut médico-éducatif. Donc là, c'était plutôt des ateliers de groupe, hein, parce que voilà, bon, moi, je travaille pas mal en individuel étant à l'hôpital, mais on peut travailler évidemment en groupe.
Et là, on les avait mis dans un institut. Voilà, on avait fait un petit concert. Et donc, avec des profils autistiques, comme un trisomique, polyhandicap. Et en fait, voilà, tout un travail. Et des jeunes aussi qui prennent confiance et voilà, qui jouent, qui interagissent entre eux, qui se coordonnent, tout le monde au niveau du rythme. Voilà, on parle beaucoup d'accordage en musicothérapie, ben, c'est tout à fait ça. Voilà, donc pas mal de possibilités. Et là, évidemment, je ne parle pas de tout et en plus, je parle surtout de ce que j'ai voilà, pu pratiquer. Mais voilà un petit balayage rapide en ce qui concerne la néonatologie et donc la pédiatrie. Je laisse donc du coup la suite. Merci Delphine. La parole à Aude. Alors maintenant, merci Delphine. Donc, bonsoir à tous. Donc, je travaille à l'Institut du cancer de Montpellier. Donc, c'est pourquoi ce soir, je vais aborder le thème de la musicothérapie en oncologie. Donc, c'est important déjà de définir le soin de support, parce que la musicothérapie fait partie des soins de support qu'on peut proposer aux patients. Et donc, le soin de support ou les soins de support, c'est l'ensemble des soins et des soutiens qui sont nécessaires à la personne malade tout au long de la maladie, donc bien à tous les stades de la maladie. Et c'est ce qui permet d'avoir une approche globale de la personne pour lui assurer une meilleure qualité de vie. Je me rends compte d'ailleurs qu'il y a eu une petite correction automatique quand j'ai écrit le slide, donc je le corrigerai. Il faut savoir que les soins de support, ça peut être médicamenteux ou non médicamenteux. Donc, on travaille vraiment avec plein de professionnels, médecins, soignants, thérapeutes, psychologues. Et donc, voilà, la musicothérapie fait partie de ces soins de support en tant qu'intervention non médicamenteuse. Les soins de support, c'est ce qui va se différencier des traitements spécifiques. Donc, quand on parle de traitements spécifiques en oncologie, on va parler de chimiothérapie, de radiothérapie, de chirurgie et de plein d'autres encore. Donc, c'est les traitements spécifiques, c'est les traitements qui vont venir traiter la maladie, la tumeur en elle-même. Et les soins de support, c'est tout ce qui va venir traiter les effets secondaires, les symptômes en lien avec la maladie et les traitements. Donc vraiment, l'un ne va pas sans l'autre. On est ensemble, les traitements spécifiques et les soins de support, tout au long du parcours de soins. Chacun a sa place et on travaille vraiment en commun pour permettre aux patients d'avoir une meilleure qualité de vie tout au long de son parcours de soins. Et c'est ça qui est important aussi à prendre en compte, c'est que la prise en charge en soins de support, que ce soit musicothérapie ou autre, et elle peut être proposée à tout moment du parcours de soins et à tous les stades de la maladie. Donc finalement, il n'est jamais ni trop tôt, ni trop tard pour avoir accès aux soins de support. Alors pourquoi ? Pour quelles problématiques, quels objectifs on peut proposer la musicothérapie dans le parcours de soins en oncologie ? Donc déjà pour tous les symptômes qui peuvent être chimio-induits ou pas, mais les douleurs, les nausées, les vomissements, on va pouvoir travailler sur ces objectifs-là en détente psychomusicale, en relaxation induite par la musique, donc les séances de relaxation en direct jouées par le musicothérapeute auprès du patient, la détente psychomusicale avec des constructions de bandes sonores que le patient pourra utiliser ensuite chez lui. Parce que ce qui est évident, c'est que pour tous les symptômes chimio-induits, quand il y a des douleurs qui arrivent après le traitement, les douleurs arrivent 2-3 jours après le traitement potentiellement. Quand il y a des nausées, c'est pareil, ça arrive 2-3 jours, 4 jours, 5 jours après le traitement. Le patient n'est plus à l'hôpital à ce moment-là, je ne suis pas à côté de lui, donc une séance de musicothérapie à ce moment-là, malheureusement, c'est pas possible. Donc avec ces créations de bandes sonores, on a la possibilité de proposer un outil au patient qu'il pourra utiliser chez lui
et qui l'aideront du coup à gérer ses symptômes, à mieux gérer ses symptômes, en tout cas à ce moment-là. Avec toujours, bien sûr, le soutien et l'accompagnement du musicothérapeute qui ne s'arrête pas. On va pouvoir avoir un travail aussi autour de la gestion des émotions. On n'est pas sans savoir, bien sûr, que l'épreuve d'une maladie apporte aussi toute la sphère émotionnelle est touchée. Donc, on va pouvoir travailler avec le patient à la gestion des émotions avec ce qu'il est en train de vivre, notamment par la musicothérapie réceptive. Moi, ce que j'aime bien faire sur ces séances-là, c'est bien sûr, moi, je propose une écoute au patient, mais que le patient puisse lui aussi proposer une écoute à laquelle il n'aura pas forcément réfléchi très longtemps avant. Je dis souvent aux patients, vous savez qu'on se voit ce jour-là, n'y pensez pas et c'est 1 heure, 2 heures avant la séance ou le matin quand vous vous levez, bref, vous vous dites, tiens, qu'est-ce que j'ai envie d'écouter avec Aude aujourd'hui? Et comme ça, on est vraiment sur une écoute qui est en miroir de l'état d'esprit, de l'humeur dans lequel le patient peut se retrouver à ce moment-là. Beaucoup de patients ont des troubles du sommeil pendant cette période de la maladie. Donc là aussi, on va pouvoir travailler avec le patient là-dessus, et notamment, là encore, en détente psychomusicale avec une construction de bandes sonores en L, là aussi, que le patient pourra utiliser chez lui. Et on va pouvoir travailler, alors on n'imagine pas forcément ça tout de suite en oncologie, avec quand on parle de rééducation, de maintien des capacités motrices, respiratoires, cognitives, on se dit que ce n'est pas forcément les symptômes les plus présents en oncologie. Les fonctions cognitives, si, parce que les tumeurs au cerveau, par exemple, peuvent avoir un impact sur les fonctions cognitives. Il y a des traitements qui peuvent apporter aussi des troubles de la mémoire, par exemple, des troubles de l'attention, des troubles de la concentration. Donc voilà, on va pouvoir travailler aussi sur le maintien, la rééducation de ces fonctions-là. Alors en musicothérapie active ou en neuromusicothérapie, notamment si on y est formé. Les soins de support, ça ne se limite pas qu'aux patients. On va pouvoir aussi travailler avec ses proches. Alors, j'ai bien marqué proposer aux patients et ou à ses proches, parce que du coup, on peut aussi parfois ne travailler qu'auprès des proches si c'est la nécessité à ce moment-là. Donc, c'est vrai que souvent, on pense oncologie égale il faut apporter du bien-être aux patients, de la détente, etc. Et beaucoup de personnes pensent que finalement, la pratique de la musicothérapie en oncologie, ça se limite à des séances de relaxation. Eh bien non, finalement, c'est une pratique qui est vraiment extrêmement variée. On va pouvoir travailler sur plein d'objectifs avec différents dispositifs et vraiment balayer finalement l'ensemble des possibilités, l'ensemble des champs d'action que propose la musicothérapie auprès des patients et vraiment pouvoir soutenir les traitements médicamenteux et non médicamenteux qui sont déjà mis en place, soutenir autant les traitements spécifiques que les autres soins de support qui sont mis en place. Une personne qui a moins mal, qui est plus détendue, qui est moins anxieuse avant de venir au traitement, qui arrive à mieux gérer les nausées après la chimiothérapie, forcément, c'est une personne qui va pouvoir mieux tolérer les traitements. Et donc, forcément, c'est d'une grande aide dans le parcours de soins et dans l'évolution de la maladie. Et le musicothérapeute et la pratique de la musicothérapie s'inscrivent vraiment dans le travail pluridisciplinaire, donc avec les équipes des soins de support. Comme je l'ai dit, on peut être complètement dans un travail commun aux différentes équipes, mais aussi les différentes équipes des services de soins, donc les services d'hospitalisation, mais aussi les services d'hôpitaux de jour, quand les patients viennent pour leur traitement. Et bien sûr, les oncologues, chirurgiens, anesthésistes, enfin tous les médecins spécialistes qui vont pouvoir eux aussi être auprès du patient. Voilà, on n'est pas seul à travailler dans notre coin, on n'est pas seul à travailler avec les soins de support,
mais on va vraiment être dans ce travail pluridisciplinaire avec tous les acteurs de soins que les patients vont pouvoir rencontrer. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la musicothérapie en oncologie. Et je laisse la main à Julie. Merci beaucoup, Aude. Déjà, je tiens à remercier tout le monde. On a un timing qui est absolument parfait. Eh bien, moi, je vais conclure ces exemples. Voilà. Ces exemples de pratico-pratique avec la pratique que je peux avoir en gériatrie. Donc, moi, ça fait 15 ans que je fais de la gériatrie en EHPAD, public, privé, en hôpital gériatrique et aussi à domicile. Et j'ai voulu vous parler de cette pratique-là, déjà parce que moi, je ne voulais pas y aller vers la gériatrie. Et puis, la vie m'y a conduit. Et plus j'y suis, plus je suis passionnée par ce secteur-là. Juste pour rappel, la gériatrie, c'est la médecine spécialisée dans les soins de santé et l'accompagnement des personnes âgées à partir de 60. J'ai mis 65 ans parce que quand je dis 60 ans, on parle de gériatrie pour des gens de 60 ans. Souvent, ça leur met un petit coup. Donc j'ai élargi un petit peu l'âge. La gériatrie, c'est vraiment une approche qui est multidisciplinaire, ça implique évidemment du médical, du paramédical, de kiné, orthophoniste, ergothérapeute, etc. Et puis des soins de support dont vient de vous parler Aude. Et le panel est très grand parce que finalement, la gériatrie, c'est à la fois du vieillissement, et dans le vieillissement, on perd des capacités, des fonctions sensorielles, cognitives, naturellement et en lien avec l'âge. Et puis, il y a aussi l'aspect pathologique et souvent polypathologique. Donc, on peut avoir des syndromes neurologiques comme des maladies neurodégénératives type Alzheimer, type Parkinson, mais aussi des personnes qui ont des AVC, des pathologies cardiaques, de la rhumatologie, très très souvent, évidemment, avec de l'arthrose, de la polyarthrite, de l'oncologie, ce qui me fait aussi le lien avec Aude. Et puis, bien sûr, il y a aussi les handicaps vieillissants, les handicaps, handicap mental, handicap moteur, et bien sûr, tout le domaine de la psychiatrie. Donc, quand on parle de gériatrie, j'ai toujours l'impression de rentrer dans un endroit où tout est regroupé à cet endroit-là, mais avec des personnes qui sont un peu plus âgées. Et dans ce contexte-là, la musicothérapie, elle bénéficie de beaucoup de recommandations, de recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi des recommandations officielles de la Haute Autorité de la santé. Et plus récemment, qui vient conforter aussi toutes ces recommandations, la Société française de gériatrie et gérontologie a édité tout un rapport qui est disponible en ligne et qui met en avant le niveau de preuve élevé de la musicothérapie dans la gestion des troubles du comportement, souvent dans les pathologies neurodégénératives type Alzheimer, mais aussi dans l'accompagnement des personnes plus généralement en gériatrie, comme un outil qui a un niveau de preuve du même niveau que l'activité physique adaptée, par exemple, ou l'éducation thérapeutique. Donc, c'est vrai qu'on bénéficie en gériatrie et en musicothérapie de recommandations fortes et concluantes. Le travail qu'on va pouvoir mener, en fait, il est à différents niveaux et à différentes étapes, parce qu'en fait, la vie, à partir de 60 ans, peut être très, très longue, et heureusement. Et il va y avoir plusieurs niveaux et plusieurs axes d'intervention. Ça va être déjà de la prévention, tout simplement, de la musique pour le bien vieillir, parce que je considère que la musique est un vrai outil du bien vieillir, et la musicothérapie, elle va s'intégrer dans garder, éviter l'isolement, maintenir les fonctions cognitives au maximum, au top, je vais dire, et aussi être dans le mouvement. Et puis, il y a des moments de la vie, comme par exemple la retraite, qui peuvent entraîner des troubles dépressifs. Je reviens sur l'isolement, mais c'est souvent un terme qui revient beaucoup en gériatrie. Et la musicothérapie va pouvoir être utilisée pour prévenir aussi ces troubles dépressifs, par exemple. Et puis ensuite, quand on rentre
on va un peu plus loin, je fais un peu dans l'évolution du vieillissement. Il y a tout l'aspect de réhabilitation et de rééducation des fonctions langagières, cognitives et motrices, ce qui est un axe important aussi de nos pratiques aujourd'hui, et comme vous l'ont évoqué Delphine et Aude, c'est-à-dire que les fonctions cognitives, ça se travaille, le langage aussi, ça se travaille, et la motricité aussi. Donc la musicothérapie, elle va pouvoir intervenir dans ce contexte-là, avec évidemment un contexte social fort, puisque la musique, évidemment, elle va entraîner de la socialisation, un partage d'expériences, et puis engendrer de la motivation. Ça, c'est des choses que les études nous montrent bien, en termes de stimulation de la production de dopamine, etc. Donc, bien évidemment, on va pouvoir l'utiliser à ce moment-là du vieillissement. Et puis, il y a aussi tout cet accompagnement psycho-affectif, émotionnel et social, parce que, je vous le disais, mais en termes d'isolement, de dépression, de perte de repères parfois, d'éloignement avec la famille, de vivre la vieillesse, tout simplement. Moi, j'accompagne pas mal de personnes en EHPAD où vieillir, c'est pas si simple. On sait qu'on va y arriver, mais c'est pas pour ça qu'on y réfléchit et qu'on travaille là-dessus en amont. Donc c'est ça. Et puis des fois, je pense à une patiente que je suis, c'est aussi faire le bilan de sa vie. Et en passant par des souvenirs musicaux qui vont réveiller d'autres souvenirs, et réveiller aussi, permettre de développer, enfin pas développer, mais en tout cas exprimer des émotions, tout simplement, que ce soit par le biais de l'écoute ou aussi de la pratique musicale, de pratique de jeu et de chant. On va pouvoir accompagner sur ces domaines psycho-affectifs, émotionnels et social. Et puis, le dernier axe d'intervention en gériatrie, ça va être les soins de support, comme vient de vous le présenter Aude, donc je n'irai pas plus loin, mais l'accompagnement de fin de vie, que ce soit pour les personnes, que pour la famille aussi, et puis, bien évidemment, les soins palliatifs. Comme la présentation est très très courte et que j'ai passé du temps là-dessus, j'ai voulu vous présenter quatre pratiques que je peux avoir moi dans ma vie en gériatrie, je vais l'appeler comme ça. Déjà, et 4 exemples de dispositifs et d'interventions. J'ai commencé par les unités de soins adaptées, parce que c'est quelque chose que je pratique beaucoup, et je sais que j'ai de nombreux collègues qui le font aussi. Donc les USA, c'est des unités protégées en EHPAD qui sont faites pour avoir un endroit plus contenant pour des personnes qui souvent ont des troubles, une maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée, et qui ont des troubles du comportement qu'on peut appeler productifs, c'est-à-dire de la déambulation, des troubles cognitifs évidemment, des troubles de l'expression verbale du langage, donc des aphasies, et puis du productif, c'est-à-dire que ça va être des gestes stéréotypés, etc. Excusez-moi. Et dans ce contexte-là, donc moi je propose des séances souvent de groupe en musicothérapie active, et l'objectif, ça va être d'apporter de la contenance, bien évidemment, de soutenir le lien social, mais également de s'appuyer sur toutes les fonctions cognitives qui sont maintenues, parce que même avec des maladies neurodégénératives, la musique, elle va permettre de travailler sur toutes les fonctions qui fonctionnent encore et de les renforcer, et d'avoir un sentiment évidemment d'accomplissement. Et puis, il y a un aspect évidemment très très social, parce que souvent en maison de retraite, pour ceux qui y vont, les personnes, elles sont là, elles sont toutes les unes à côté des autres, mais elles ne parlent pas forcément entre elles, il n'y a pas forcément de socialisation qui se fait spontanément. Donc là, pareil, par des activités de chant, de jeux aussi en commun. Moi, j'aime bien les faire jouer beaucoup sur des improvisations, mais aussi sur des exercices rythmiques ou des percussions corporelles, où on va se mettre en jeu, on va se mettre en action. Et puis, on va partager un moment commun. On va échanger sur des émotions. Et ça va nous permettre de réguler l'excitation, d'une part, de focaliser son attention sur un objet, et un objet du mouvement, donc où le corporel a toute sa place, et quand on perd des compétences cognitives, de repasser par le corporel, c'est important. Et puis de retrouver des émotions passées. Moi, j'aime beaucoup pratiquer aussi la danse avec eux, le chant et la danse, et c'est vrai qu'on va retrouver des émotions, et des émotions qui mettent en joie, ça va être tout l'objectif. Avec toujours la vigilance
de pas exciter, mais de rester dans une contenance. Voilà, un petit exemple pour les unités de soins adaptés qu'on appelle aussi USA. J'aimerais vous parler des personnes isolées. Alors ça, c'est un projet que j'ai dans un EHPAD qui est passionnant et qui, voilà, des personnes isolées qui ont pas forcément, qui ont des troubles liés à l'âge et au vieillissement, mais pas forcément de pathologies spécifiques, mais qui ont peu de familles, où les familles sont loin, où c'est des personnes qui, voilà, qui peuvent être déprimées. Et j'aimerais vous parler de cet exemple de dispositif que j'appelle musicographie, mais qui m'a été soufflé ce nom-là par Sylvia Antonievich dos Santos, une musicothérapeute aussi adhérente à la fédération. Et c'est en fait raconter son histoire de vie à travers des chansons. Donc c'est tout un travail d'échange, d'écoute, de mémoire, enfin, de réminiscence. De retrouver toutes ces musiques qui ont été à un moment donné des éléments importants de la vie, et tout ça on le rassemble sur sur un. Alors moi je fais encore des CD pour pour les familles, et ça permet d'avoir une trace et de laisser trace aussi à ces enfants, à ces petits enfants, et aussi de faire une continuité pour l'après. Et j'avais accompagné une dame sur un projet de musicographie, entre autres, hein, parce que je l'avais accompagnée longtemps, et c'est vrai que c'est un outil qui a été réutilisé par sa fille lors de l'enterrement, pour retrouver des musiques. On a vraiment fait un travail de lien et de partage, ce qui a permis d'aboutir à quelque chose d'assez beau pour la famille, de soutenant, très émotionnel, mais très beau, et qui avait été choisi par la personne finalement. Il me reste pas beaucoup de temps, donc je vais passer sur les personnes fragilisées en musicothérapie réceptive, parce que Aude vous a parlé aussi de cet accompagnement de soins de support. Donc je passerai cet exemple-là. J'aimerais juste vous parler des aidants, parce que dans la gériatrie, on a des aidants, et souvent les aidants sont aussi des personnes qui sont âgées. Et j'aimerais vous parler d'un joli projet qu'on a mené avec un groupe d'aidants en EHPAD. Donc c'est un projet qui a été initié par la direction de l'EHPAD, et qui consistait à proposer des séances de musicothérapie pour des aidants, que ce soit des personnes qui étaient en accueil de jour, familles de patients accueillis en accueil de jour ou en EHPAD, ou encore à domicile. C'était vraiment ouvert à tous. Et on a travaillé pendant 1 an. Alors, il y a eu tout un temps de mise en confiance, avec des écoutes, avec des récits de vie, avec du jeu de l'improvisation, parce que quand on improvise ensemble, il y a pas mal d'études, et c'est Isabelle Peretz qui parle de ça, hein, mais ça unit, ça crée des liens, ça crée du soutien, donc de jouer, de chanter ensemble. Donc il y a eu tout ce travail-là. Et puis on a beaucoup parlé de qu'est-ce qu'un aidant, qu'est-ce que les différentes phases, en fait, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient à différents niveaux de l'accompagnement de personnes Alzheimer, je ne l'ai pas précisé, de personnes avec une pathologie Alzheimer. Et progressivement, on en est venu, il y avait beaucoup de choses qui sortaient, on discutait beaucoup, et on s'est dit, tiens, on va écrire quelque chose, on va écrire un morceau. Et ça fait aussi partie des dispositifs qu'on peut proposer dans les accompagnements en musicothérapie. Et ce dispositif nous a amené à écrire une chanson sur la musique de... j'ai oublié, vous voyez. J'ai complètement oublié, mais c'est pas grave. Et je voulais vous partager ce texte, évidemment avec l'accord des personnes que j'ai contactées, mais que j'ai trouvé très beau et qui relatait bien, et qui a été vraiment un outil pour eux d'échange, de partage d'expérience, et puis aussi de catharsis finalement, d'avoir une émotion partagée. On a écrit ce texte, on l'a enregistré, on a des familles qui sont venues jouer aussi pour l'enregistrement, et c'est quelque chose qu'ils ont gardé avec eux et qu'ils ont pu exprimer et qu'ils partagent, je sais, avec leur famille et leurs enfants. Et alors, vous avez le texte sous les yeux, mais je lirai juste la première strophe qui dit « Mon adoré, longtemps tu as caché derrière tes sourires. Mon adoré, les mots que tu cherchais et plein de souvenirs. Nos repères ont changé et j'ai dû m'adapter à une nouvelle vie, faite de ne plus savoir, d'égarements et de pertes, de conquêtes bizarres. » Alors, je pense que vous avez retrouvé la musique que j'ai toujours pas en tête, mais c'est un texte qui dit beaucoup, et ça fait partie des choses, des dispositifs qui, je sais, ils me l'ont dit, les ont beaucoup accompagnés, aidés, soutenus, et ça a posé quelque chose pour eux dans leur accompagnement aussi de leurs proches.
Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai pris trop de temps par rapport à mes collègues. J'ai fait des conférences et aujourd'hui j'ai fait une conférence voilà, en EHPAD sur la musicothérapie à l'occasion de cette journée spéciale. Et j'ai une dame qui, à la fin, quand j'ai conclu, voilà, une résidente qui m'a dit la musique, ça aide à vivre. Donc je terminerai là-dessus. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je laisse la main à Cyril pour les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup à tout le monde, à tous les intervenants. C'était fort intéressant. Et puis, bravo pour le timing et tout, hein. Franchement, une gestion du temps incroyable. Bon, pour des musicothérapeutes, normalement, c'est normal, mais voilà, bravo quand même. Bon, il n'y a aucune question. Voilà, on va se dire les choses franchement, il n'y a aucune question. Donc, je ne sais pas comment on fait au niveau du temps. Là, on avait prévu un temps de questions, donc mais il y a des questions qui vous viennent maintenant, n'hésitez pas. Bon, on a une question de Vincent. Comment s'est fait le choix de l'air de la chanson? Je pense que ça s'adresse à toi, Julie. En fait, on travaillait merci Cyril, pardon. En fait, on écoutait toutes les semaines, un participant proposait une écoute. Et puis, quand on avait donc beaucoup de morceaux et on s'est dit qu'est-ce qui collerait le plus. Ma liberté, j'ai retrouvé. Et en fait, je pense que symboliquement, la liberté, quand on est aidant, et surtout dans ce contexte-là, on la perd un peu. On la perd pour après la retrouver quand la personne est institutionnalisée en EHPAD. Donc il y avait vraiment une symbolique du mot qui était importante et en termes de musicalité, la tonalité convenait bien aux personnes. Voilà. Je suis court. Merci Julie. Je continue sur les questions. Quelle visibilité pour une réglementation de la musicothérapie en France? J'y vais. Alors, la réglementation de la profession, elle passe par beaucoup de processus. Donc, en plus de 20 ans d'existence, la FFM, elle a travaillé à beaucoup de choses qui sont obligatoires pour ce processus-là. On a aussi été accompagné, et encore, hein, par un cabinet de conseil. Je salue Nicole, je l'ai vue, qui est là. Ça passe par évidemment tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, ce qui est de cibler la déontologie, d'avoir un cadre éthique, un travail autour de la formation. Donc ça, c'est un énorme travail qui a été fait par l'ancienne administration de la fédération, de développer ce référentiel formation. Sans une formation qui suit un référentiel cohérent, on ne peut pas avancer sur la réglementation. Et puis, donc, il y a tout ce travail qui a déjà été fait et qui nous sert aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est dans un travail de visibilité parce qu'il faut, voilà, la visibilité de la réglementation. Il faut qu'on soit visible, qu'on nous connaisse et puis qu'on développe les partenariats. Alors, les partenariats institutionnels, les partenariats avec les entreprises, les partenariats avec les sociétés savantes, les partenariats avec aussi des universités, ce qu'on est en train de développer, hein. Pour qu'on soit visible et puis qu'on s'intègre vraiment dans ce processus de parcours de santé et de soins. Donc ça, c'est tout le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui et cette webconférence y participe bien évidemment. Et puis, il y a tout ce travail de relations publiques parce que c'est faire de la politique finalement. Mais pour ça, il faut qu'on soit fort. Donc, pour faire de la politique, il faut qu'on ait tous les arguments pour pouvoir s'adresser à ces personnes-là. Donc, c'est vraiment ce qu'on travaille de faire. On a lancé cette année notamment une mission congrès. Donc, on participe aux grands congrès nationaux en lien avec les pratiques les plus importantes chez les musicothérapeutes que je vous ai présentés tout à l'heure et qui nous permettent aussi de gagner en visibilité et puis d'avancer sur cette question politique des relations publiques. J'espère avoir répondu de façon synthétique. Merci Julie. On a encore d'autres questions. On a une question sur comment avez-vous développé votre réseau et votre contact avec les structures, notamment les hôpitaux, qui semblent être assez difficiles d'accès? Et qui peut répondre à ça? Delphine, peut-être?
Delphine, ouais. Alors moi, oui, effectivement, c'est intéressant de témoigner parce que moi, j'ai eu là, je suis à temps complet et c'est une candidature spontanée. Donc, il est vrai, effectivement, que ça n'est pas toujours facile et je ne dis pas que… Mais en même temps, malgré tout, de plus en plus, parce que par exemple, enfin, je sais que la direction voulait le mettre en place, c'était un souhait, ils connaissaient et donc finalement, voilà, j'ai un peu enfoncé la porte, on va dire, bon moment, mais quand même, voilà, c'était une candidature spontanée. Par contre, dans ma candidature, j'ai fait une candidature vraiment structurée avec un PowerPoint très court de présentation sous un jour scientifique, les axes clés, notamment en réadaptation et tout ça. Donc, il y a quand même aussi des possibilités. Il ne faut pas hésiter non plus à y aller. Et je me permets d'ajouter qu'il y a quand même des portes ouvertes avec des appels à projets, avec que ce soit la conférence des financeurs, le financement des hôpitaux. Enfin, voilà, moi j'interviens aussi dans le public. Et c'était notamment le CEPOM, donc voilà, des plans pluriannuels sur des projets. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à passer par là parce qu'on peut candidater aussi nous-mêmes. Hein, et on peut enfin, voilà, trouver des financements pour ça. Et c'est vrai que moi, dans mon cas, au début, j'étais intervenante extérieure en libéral et ils m'ont salariée voilà, depuis 1 an et demi. Donc, Et pensez aussi au milieu hospitalier privé qui peuvent avoir accès à d'autres subventions, à d'autres appels à projets, enfin voilà, d'autres moyens financiers qui peuvent être intéressants pour eux, pour pouvoir avoir des musicothérapeutes. Merci. On a encore d'autres questions. Est-ce que l'instrument vocal peut-il être suffisant ou conseillez-vous l'apprentissage d'un instrument? Si oui, lequel? Lequel préconisez-vous? Du côté du thérapeute, du coup, j'imagine. Hein? Oui, du côté du thérapeute, j'imagine. Oui, je pense que oui, ça reste au musicothérapeute. Moi, je pense que l'instrument vocal, ça peut suffire, mais c'est quand même enfin, là, moi, pour répondre, rapidement, je pense que c'est quand même un plus s'il y a une vraie pratique instrumentale, ça peut être, un plus. Après, je sais pas si quelqu'un veut répondre. ouais, Moi, pardon. Delphine, pardon. Excuse-moi, Jenny, vas-y. Moi, par exemple, c'est pas l'apprentissage, mais dans tout mon travail, que ce soit alors en néonatologie, même en neurologie, bon, après, il y a des instruments, mais avoir au moins un instrument sur lequel on peut s'accompagner, ne serait-ce qu'un petit ukulélé, c'est quand même un support. Bon, après, ça dépend effectivement du domaine dans lequel on va travailler, mais sans instrument, ça me paraît… Un instrument accompagnateur, ça me paraît quand même assez important. Même, voilà, juste de pouvoir faire quelques accords pour s'accompagner sur des chansons. Enfin, voilà. Au moins la pratique d'un instrument rythmique, à minima, quoi, vraiment. Oui, je rejoins vraiment Delphine, il faut quand même avoir un instrument harmonique. Dans la plupart des formations européennes, ils veulent en fait que les musicothérapeutes aient un très bon niveau musical. Donc ça dépend vraiment. En France, on n'a pas encore cette rigueur, on va dire, de forcer les musicothérapeutes à avoir un bon niveau musical. Mais ce qui est recommandé quand même, c'est au moins un instrument harmonique. Et bien sûr, la voix, elle peut être utilisée. Mais ça dépend vraiment du secteur dans lequel on va travailler. On a encore d'autres questions. Personnes qui veulent avoir plus de précisions sur l'accompagnement de fin de vie en soins palliatifs. Voilà, il n'y a pas plus de précision que ça. Enfin si, en fin de vie en oncologie. Oui. Donc là, plutôt pour Aude, peut-être. C'est vrai que je voulais m'y attarder un peu plus que ça et je suis désolée, les aléas ont fait que j'ai été quelque peu perturbée. Donc, j'ai pas pu m'y attarder autant que j'aurais voulu. Donc, merci pour cette question, du coup. Bien sûr que, du coup, dans l'accompagnement en oncologie, on va aussi avoir l'accompagnement en soins palliatifs
et en accompagnement de fin de vie. Je fais bien la distinction entre les deux parce que qui dit soins palliatifs ne dit pas forcément accompagnement de fin de vie, et ça c'est très important de l'avoir en tête. Déjà pour accompagner les patients, parce que voilà, c'est pas, faut pas se dire que si le patient passe en phase palliative, c'est qu'il va mourir bientôt, pas du tout, c'est juste que la maladie est considérée comme non curative, qu'on ne peut plus avoir un espoir de guérison, et donc du coup voilà, il passe en accompagnement potentiellement palliatif, en tout cas les traitements spécifiques sont arrêtés. Et là du coup, tout à l'heure je parlais de la place des deux, des traitements spécifiques et des soins de support, et du coup quand il y a l'arrêt des traitements spécifiques, bien sûr que du coup les soins de support prennent une place d'autant plus importante, et où du coup les séances en soins palliatifs en musicothérapie sont extrêmement importantes, potentiellement pour gérer ce passage de la phase curative à la phase palliative d'un point de vue émotionnel. Mais je voulais surtout en parler parce que quand Delphine, tout à l'heure, tu as dit les séances en soins palliatifs, il se passe des choses magiques. Oui, en effet, parce que finalement, les patients en soins palliatifs, ils ont cette pulsion de vie qui est là, qui est extrêmement présente. Et du coup, c'est des séances où émotionnellement, c'est très très fort et où on sait qu'ils prennent cet accompagnement très à cœur. Et vraiment, ils sont dans cette pulsion de vie qui est magique. Donc oui, les soins palliatifs, c'est avant tout l'accompagnement de la vie. Et ça, c'est hyper important. Et donc, du coup, on a des séances juste exceptionnelles. Et il ne faut pas oublier aussi, j'en profite, du coup, ce n'est pas dans la question, mais j'en profite pour le préciser, que avec les soins de support, on peut aussi prendre en charge l'accompagnement de l'après-cancer. Donc, quand là aussi, les traitements sont terminés, mais parce qu'il y a rémission, c'est encore quelque chose qui est très mal pris en charge en France. Et souvent, c'est une période extrêmement compliquée pour les patients parce qu'ils sont dans le parcours de soins, ils sont dans la routine des traitements, dans tous les rendez-vous qu'ils ont. Ils ont finalement un planning extrêmement chargé de rendez-vous médicaux, de traitements, de soins. Et presque du jour au lendemain, tout s'arrête et c'est très, très difficile à gérer pour les patients. Donc là aussi, nous, soins de support, on a toute notre place pour accompagner les patients dans cette autre étape qu'est l'après-cancer. Voilà. Merci Aude. Il nous reste deux questions et ensuite je pense qu'on s'arrêtera là. Il y a deux questions qui peuvent se résumer en une seule, qui a un rapport avec pourquoi la musicothérapie est-elle si peu reconnue en France et pourquoi autant de retard vis-à-vis d'autres pays. Ça rejoint une autre question aussi qui demande pourquoi il y a autant de retard sur la réglementation du métier par rapport à l'Italie, au Royaume-Uni. Voilà. Pourquoi c'est aussi compliqué en France? Qui veut répondre à ça? Je peux apporter une réponse. Quand on voit les différences qu'il y a entre les différents pays, en tout cas en Europe, on voit qu'ils ont tous les pays ont des difficultés. Il ne faut pas se dire qu'il y en a qui sont vraiment plus en avance que nous. Tous les pays ont des difficultés. Les pays dans lesquels ça avance, c'est qu'ils ont aussi un système politique et gouvernemental différent du nôtre, où parfois ils acceptent plus facilement les thérapies, on va dire, alternatives. Mais aussi, une autre chose qui est remarquée dans les pays où la musicothérapie se développe mieux, c'est qu'ils ont beaucoup plus de recherches scientifiques sur les effets de la musicothérapie et les effets de la musique. Donc là où les personnes, enfin la musicothérapie a un petit peu plus de mal à se développer, c'est qu'on n'a pas assez de recherches le plus souvent. C'est un constat que la Confédération européenne de musicothérapie a fait et bien sûr qui encourage à tous les musicothérapeutes, si possible, de pouvoir faire plus de recherches pour pouvoir non seulement avoir ces preuves de la musicothérapie, de comment ça fonctionne, et aussi pour pouvoir sécuriser et sécuriser la pratique en tout cas pour les patients. Et les réglementations, ça dépend vraiment du système du pays. Il y a, par exemple, en Norvège, ils ont réussi à faire reconnaître un petit peu plus la musicothérapie par rapport au fait qu'ils ont fait cette recherche qui expliquait que ça fonctionnait bien. Et ça a été vu par le ministère de la Santé qui a directement inscrit la musicothérapie dans leur système de santé. C'est pas pareil partout, mais en tout cas en France, ce qu'on essaie de faire vraiment avec tout le travail de la FFM, c'est justement d'amener la musicothérapie à être plus reconnue et que justement toutes les
toutes les étapes, tout le processus, tout ce qu'il faut en fait pour la formation et pour la protection des patients soit reconnu par le système de santé. Ça prend beaucoup de temps et même dans le système aussi de l'IMTC, enfin, la Confédération européenne de musicothérapie, ils continuent de faire connaître la musicothérapie, d'en parler et d'avoir aussi ces rendez-vous avec les ministres européens et les ministres de la Santé pour pouvoir faire reconnaître la profession partout. Donc, ça prend du temps, c'est un long processus, mais en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est déjà s'informer par rapport aux recherches, par rapport voilà, aux méthodologies de recherche et tout ce qui est fait pour justement aussi aider les musicothérapeutes. C'est affilié à la musicothérapie? Non, je vais pas aller plus que ça, mais en tout cas, Ouais. voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour aider vraiment la musicothérapie à se développer en France. Et Jenny, justement, tiens, puisque tu l'as abordé un petit peu, il y avait une question sur les projets de recherche et une personne qui demande s'il y a des projets de recherche, avec quel financement? Bon, la question est un petit peu vague, mais heu, tu l'as abordé un petit peu dans ta réponse déjà? Oui, bon, il y a beaucoup d'opportunités de recherche. Je dirais que c'est vraiment, aux musicothérapeutes d'essayer de chercher, là où pourraient faire des recherches et surtout quel sujet ils ont envie de rechercher. Hem, il y a Ça dépend aussi des établissements. Certains établissements ou des hôpitaux, ils ont aussi des petits centres à l'intérieur où ils font vraiment des recherches, ils ont des financements particuliers pour financer vos recherches. Donc en général, en tout cas en France, ça se fait plutôt en équipe, mais ça, ce sont des recherches, on va dire, plutôt expérimentales où il y aura des patients justement sur lesquels vous allez faire une expérimentation de séance de musicothérapie. Mais pour les recherches d'autres types comme, par exemple les revues de littérature, enfin, plein de choses comme ça qui sont possibles aussi de faire et de publier sans avoir besoin de faire des expérimentations. Je pense aussi, Aude, tu peux apporter plus de, Mmh. de réponses là-dessus, puisque Aude conduit aussi d'autres recherches. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Jenny, et il ne faut pas hésiter en fait à aller sur notamment les sites des différentes fondations parce que suivant la pathologie ou le domaine dans lequel vous travaillez, il y a des fondations qui mettent en place des appels à projets. Alors, moi, je vais parler de ce que je connais, mais au niveau soins de support, prise en charge de la douleur, ce genre de choses, il y a beaucoup d'appels à projets qui sont publiés tous les ans. C'est quelque chose vraiment, la recherche clinique, c'est quelque chose qui est en train de se développer pas mal en France. Et il faut que nous, musicothérapeutes, on s'inscrive là-dedans. De la bibliographie en musicothérapie, on en a, mais on en a beaucoup à l'international. Pour cette réglementation de la profession de musicothérapeute, on a aussi besoin d'avoir des références françaises. On n'en a pas assez. Alors moi, je suis un peu la défenseuse de ce sujet à chaque fois, mais ça peut faire peur la recherche et j'en ai déjà parlé il y a 2 ans en arrière. Émilie Tromer-Navarresi avait organisé aussi une webconférence pour la journée européenne et c'est déjà un sujet que j'avais abordé à ce moment-là. Ça peut faire peur la recherche, mais il faut y aller. Il faut y aller parce qu'on en a besoin. On en a besoin pour nous, les musicothérapeutes, on en a besoin pour la pratique de la musicothérapie, on en a besoin pour nos patients. Tout à l'heure, on parlait de comment intégrer le milieu hospitalier. S'il n'y a pas de projet de recherche, c'est vraiment le domaine d'intervention qu'on aura le plus de mal dans lequel on aura le plus de mal à faire notre place. Donc, il faut y aller. Ça peut faire peur, c'est long, c'est fastidieux. Moi, je suis en train là d'écrire un article qui va être publié. C'est un projet sur lequel je travaille depuis 4 ans. 5 ans même. Jenny, je sais que tu as publié il n'y a pas longtemps aussi et que ça t'a pris beaucoup de temps également. Donc oui, c'est long, c'est fastidieux, mais en même temps, c'est enrichissant, c'est intéressant et c'est super gratifiant, quoi. Donc non, il faut y aller. Il faut faire de la recherche. Merci déjà, Jules. C'est ma petite minute. Merci. Non, c'est bien. Non, mais c'est vrai qu'on est dans un pays où, enfin, non, de toute façon, dans tous les pays, Jenny, hein, mais il faut prouver ce qu'on fait et pourquoi on le fait et pourquoi ça a un intérêt et c'est assez normal. Et c'est aussi tout le travail que fait la NPIS, je vous renvoie à leur site, hein, sur justement d'avoir des outils de recherche adaptés aux interventions non médicamenteuses, mais avec l'exigence de la recherche scientifique du médical. Et c'est vraiment, ça fait partie des axes majeurs de développement. Il y a une reconnaissance, il y a des reconnaissances quand même de la pratique et des recommandations de la musicothérapie. Donc ça, il ne faut pas le mettre de côté. On est quand même là. Mais par contre, c'est tout ce travail
de recherche. Et ça, voilà, c'est tout à chacun. Et comme tu dis, Aude, hein, il y a de l'argent. Il faut aller le chercher, il faut aller chercher des équipes et puis et ça vaut le coup, c'est une belle aventure. On va conclure parce qu'il est 45. On était bien sur les présentations, mais les questions, en tout cas, merci pour toutes vos questions. Cyril, si tu es OK, je vais me permettre de conclure. Oui, je t'en prie. Je vous remercie vivement. Vous étiez très nombreux, donc merci beaucoup de votre présence, de votre participation. Merci Cyril, merci Delphine, merci Jenny, merci Aude pour ce partage-là. Vu toutes les questions, je pense que on peut faire ça assez régulièrement. Hein, on en reparlera. Passez une très très bonne soirée, une très joyeuse fête de la musicothérapie, voilà, on va l'appeler comme ça, à toutes et tous. Et puis, au plaisir de vous retrouver. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.